Il y a une image que nous avons tous vue au moins une fois dans notre vie. On la retrouve dans les manuels scolaires, sur les affiches de motivation, sur les couvertures de magazines scientifiques, parfois même sur des t-shirts ou dans les logos d'entreprises de l'eau technologique. Un homme nu avec les bras et les jambes écartés, dans une double position, inscrit parfaitement dans un cercle et dans un carré. Un dessin simple, réalisé à la plume et à l'encre, qui semble décrire la beauté de l'anatomie humaine. Et pourtant, plus on le regarde, plus on se rend compte que ce n'est pas seulement cela. C'est quelque chose de plus. C'est un symbole, une énigme. Un message silencieux qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des œuvres les plus célèbres de Léonard de Vinci. Une œuvre qui peut sembler simple, mais qui renferme en elle un message secret, qui, une fois déchiffré, ne pourra que vous fasciner. Mais avant de commencer le récit, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. L'image devenue célèbre sous le nom de l'homme de Vitruve a été dessinée par Léonard de Vinci vers 1490. Mais dire que c'est un dessin de Léonard, c'est comme dire que les pyramides sont 4 cailloux alignés. Parce qu'à l'intérieur de cette figure apparemment simple se cache une vision du monde, une carte symbolique, peut-être un code et peut-être un avertissement. Mais pour vraiment le comprendre, nous devons prendre du recul. Nous devons oublier tout ce que nous croyons savoir et commencer à observer. Léonard n'était pas un homme ordinaire. Il était un fils illégitime, sans éducation formelle, mais doté d'une curiosité si vaste qu'elle l'a amené à devenir peintre, sculpteur, ingénieur, anatomiste, scientifique, inventeur, architecte et écrivain. Indiscutablement un génie. Mais aussi un homme solitaire, obsédé par les mystères de la nature et de l'univers. Il passait ses nuits à disséquer des cadavres dans les sous-sols des hôpitaux. Il dessinait des engrenages, des ponts mobiles, des machines de guerre. Il écrivait de droite à gauche avec une écriture en miroir qui ne pouvait être lue qu'avec un miroir. Et parmi ces milliers de notes éparpillées, sur une seule feuille, il a dessiné un homme. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était l'homme parfait. Le corps humain, disait Léonard, est la mesure de toute chose. Mais qu'entendait-il vraiment par là ? Pour le comprendre, nous devons partir des formes qui le contiennent, le carré et le cercle. À première vue, elles semblent n'être qu'un choix esthétique. Mais dans l'histoire de l'humanité, ces deux figures ont une signification profonde et ancestrale. Le carré, depuis toujours, représente la Terre, le monde physique, solide, matériel, défini. C'est la base des constructions, des temples, des villes. C'est la forme de la stabilité et des limites. Le cercle, au contraire, est l'opposé. Il représente le ciel, l'infini, le divin, ce qui n'a ni commencement ni fin. Le cercle est la forme de la perfection spirituelle, de l'éternité. C'est le symbole de l'âme, de l'univers, de la cyclicité. Placer un homme à l'intérieur de ces deux figures signifie le positionner entre le ciel et la terre, ni au-dessus ni en dessous, au centre, en équilibre entre la matière et l'esprit. L'être humain, pour Léonard, est la clé de l'univers. Mais comment pouvait-il l'affirmer avec certitude ? Léonard a étudié les textes de Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui soutenait que le corps humain, s'il est mesuré correctement, contient en lui les proportions idéales de l'univers. Selon Vitruve, la distance entre les doigts des mains ouvertes correspond à la hauteur totale du corps. Le visage peut être divisé en fractions exactes. Les articulations suivent une géométrie ordonnée. Léonard a pris ces idées et les a transformées en images. Pourtant, il ne s'est pas contenté de copier. Il a fait plus. Il a fait ce que personne avant lui n'avait fait. Il a uni en un seul schéma deux positions superposées, deux centres différents, deux visions du monde. Si l'on regarde attentivement, l'homme de Vitruve a 4 bras et 4 jambes, disposés comme s'il était en mouvement. Et il a 2 centres. L'un au niveau du pubis, lié au carré, et l'autre au nombril, qui définit le cercle. Cela signifie que Léonard ne dessine pas un seul homme, mais 2. Un matériel et un spirituel, un terrestre et un cosmique, peut-être un visible et un caché. À ce stade, la question n'est plus que représente le dessin, mais qu'est-ce que Léonard essaie de nous dire ? La réponse pourrait se trouver dans les mathématiques, car l'homme de Vitruve est construit sur une proportion cachée, une formule mystique qui traverse l'art, la nature, l'architecture et même l'ADN, la section dorée. Connue également sous le nom de nombre d'or, la section dorée est un rapport mathématique d'environ 1,618.
On l'obtient en divisant une ligne pour que le rapport entre la plus longue partie et la plus courte soit égal à celui entre la longueur totale et la plus longue partie. Un concept abstrait certes, mais sa beauté réside dans le fait qu'on le retrouve partout, dans les pétales des fleurs, dans les spirales des coquillages, dans la disposition des feuilles, dans les galaxies, dans la croissance des os humains. Et Léonard, qui étudiait ces proportions avec obsession, les a intégrées dans le dessin de façon précise et silencieuse. Le corps de l'homme de Vitruve reflète le nombre d'or à plusieurs endroits, par exemple entre la hauteur et le nombril, ou entre les articulations et les extrémités. C'est un corps qui non seulement représente, mais contient l'harmonie de l'univers. Mais pourquoi ? Peut-être parce que Léonard croyait que l'homme avait été construit à l'image du cosmos, que dans chaque muscle, dans chaque os, dans chaque ligne se cachait une loi sacrée, et qu'en comprenant la forme du corps humain, on pouvait déchiffrer la structure de l'univers lui-même. Mais si tel est le cas, alors ce dessin n'est plus une simple étude de proportions, c'est une carte, un code, un message pour l'avenir. Il y a une question qui vient naturellement après avoir compris la structure mathématique et symbolique du dessin. Pourquoi Léonard a-t-il choisi de représenter cet homme comme un hybride, suspendu entre deux géométries, dans deux positions et avec deux centres différents ? Certains historiens parlent d'une simple expérience graphique pour illustrer les proportions de Vitruve, mais cette interprétation semble réductrice. Le génie de Léonard ne faisait rien par hasard. Chaque ligne, chaque courbure, chaque silence avait un but. Et ici, dans ce dessin, l'intention semble transcender l'art et la science pour effleurer le royaume du symbole. Selon une interprétation plus audacieuse, l'homme de Vitruve n'est pas seulement une icône de l'harmonie entre le corps humain et l'architecture, mais un symbole opératif, un diagramme magique, une sorte de mandala occidental, quelque chose à contempler, à méditer, peut-être même à activer. Cette interprétation se précise en observant le lien entre l'homme de Vitruve et l'ancienne alchimie. L'alchimie, bien différente de la chimie, était une discipline ésotérique qui visait à transformer non seulement le plomb en or, mais aussi l'âme imparfaite en esprit illuminé. L'œuvre alchimique comprenait 4 phases principales. Nigredo, putrefazione. Albedo, purification, une expression d'image, illumination. Et rubedo, accomplissement et renaissance. Maintenant, si nous regardons le dessin à travers cette lentille, nous pouvons lire dans le carré, géométrie terrestre et fermée, la phase de la Nigredo, la prison de la matière. Le corps au centre, qui se meut et s'étend, représente le processus de transmutation, la lutte entre la limite et l'infini. Et enfin, le cercle parfait continu sans angle devient le symbole de l'accomplissement de l'œuvre, la rubedo, l'or philosophal. Léonard, donc, pourrait avoir caché dans son dessin une représentation de l'ascension intérieure, non pas en termes religieux canoniques, mais dans un langage hermétique, universel. Le corps humain, pour lui, n'est pas seulement de la chair et des os, c'est un dispositif sacré, une machine divine capable, si elle est comprise, de porter l'homme au-delà de lui-même. Et si la géométrie ou la symbolique ne suffisaient pas, il y a un autre indice troublant. Léonard écrit autour du dessin, mais il le fait avec son écriture en miroir typique. Les lettres sont inversées, lisibles seulement avec un miroir. Beaucoup expliquent en cela comme une habitude de gaucher, d'autres parlent de protection de la propriété intellectuelle. Mais à une époque où le miroir était le symbole de la connaissance de soi, de l'accès à la vérité, on ne peut ignorer la puissance symbolique d'un texte qui ne se révèle qu'en se reflétant. C'est comme si Léonard voulait nous dire « Ce que tu vois n'est pas tout. Tu dois regarder d'un autre point de vue. Tu dois renverser ton regard. » C'est justement ce regard que l'homme de Vitruve semble vouloir transformer. Il ne se contente pas de représenter l'homme, il le transfigure, il le montre comme un être cosmique, capable d'embrasser le ciel et la terre, d'incarner la loi universelle, de manifester en lui-même la structure de l'invisible. Dans de nombreuses cultures anciennes, il existe la figure de l'homme universel. Dans la mystique juive, c'est Adam Kadmon, l'homme primordial qui contient en lui toute la création. Dans la philosophie islamique, il existe l'insan al-kamil, l'homme parfait, en qui se reflète chaque attribut divin. Dans l'Inde védique, l'univers naît du corps démembré du dieu Purusha. Dans toutes ces visions, l'homme est la clé, la synthèse du cosmos, le centre du grand cercle. Léonard le savait-il ? Il est difficile de l'affirmer avec certitude. Mais la Renaissance italienne n'était pas dépourvue de ces idées. Entre Florence et Milan circulaient les textes d'Hermès Trismégiste,
les écrits de Marcille Ficin, les traductions néoplatoniciennes. Les cours étaient dans des lieux où l'on discutait ouvertement d'astrologie, de symbolisme, de nombres sacrés. Léonard, avec son esprit hors du temps, était certainement en contact avec tout ce savoir, et peut-être plus que tout autre en comprenait-il le langage caché. Dans son Homme de Vitruve, il n'y a pas que de la science. Il y a une vision qui dépasse les dogmes religieux, qui anticipe la science moderne, qui se nourrit de mythologie, d'architecture, de mathématiques, et qui devient quelque chose de nouveau. Alors nous nous demandons, qu'est-ce que Léonard voulait vraiment nous laisser ? Pourquoi a-t-il choisi précisément cette image si géométrique, si humaine et en même temps si inhumaine pour parler à l'éternité ? Peut-être voulait-il laisser un message à la postérité, un symbole capable de survivre aux langues, aux livres, aux religions. Une icône qui traverserait les siècles et, si elle était observée avec un regard neuf, réveillerait une mémoire. Une mémoire qui parle de ce que nous sommes, de ce que nous pourrions devenir, de ce que nous avons oublié. En Orient, il existe des symboles visuels qui ont ce même but. On les appelle des mandalas. Ce sont des diagrammes sacrés, souvent circulaires, utilisés dans la méditation pour représenter l'univers. Ce n'est pas que de l'art décoratif. Chaque mandala est un chemin, une carte intérieure pour se reconnecter au divin. Et pour cela, il faut passer par la contemplation de formes géométriques parfaites, le carré du temple, le cercle du cosmos, le point central du moi. Dans l'Homme de Vitruve de Léonard, on retrouve le même schéma. Le carré et le cercle, la double position du corps, le centre physique et le centre spirituel. Mais surtout la sensation que l'homme dessiné est plus qu'un homme. C'est une machine symbolique faite pour déclencher une réaction chez l'observateur. Pas une machine mécanique faite de leviers et d'engrenages, mais une machine spirituelle. Un dispositif graphique qui agit sur l'esprit, sur le regard, sur la conscience. En ce sens, on pourrait dire que l'Homme de Vitruve est le premier code visuel de la modernité. Un symbole qui agit silencieusement, transmettant un savoir ancien sous forme d'image. Un savoir qui ne passe pas par les mots, mais par la vision, la géométrie, la contemplation. Alors nous nous demandons, est-il possible que Léonard, avec ce dessin, ait voulu construire un portail symbolique ? Quelque chose qui, observé longuement et compris, peut éveiller un autre état de conscience. Cela paraît audacieux, mais pas pour ceux qui maîtrisent le langage des symboles. Dans la tradition ésotérique, chaque forme géométrique possède un pouvoir. Le carré protège, délimite, incarne la matière. Le cercle élève, purifie, relie. L'homme, placé au centre de ces deux forces, est comme l'aiguille de la balance cosmique. Son propre corps devient une clé alchimique, un temple vivant où s'opère l'union des opposés. Mais ce n'est pas tout. Si nous observons l'Homme de Vitruve en relation avec l'époque à laquelle il a été créé, nous comprenons à quel point cette image était aussi un geste révolutionnaire, voire hérétique. Nous sommes en pleine Renaissance, une époque où l'Église détenait encore le monopole de la représentation du divin. Mais Léonard ose. Il dessine un homme comme s'il était Dieu, ou plutôt comme si l'homme était la manifestation visible de l'invisible. Au Moyen-Âge, le seul corps parfait était celui du Christ. Mais ici, dans le dessin de Léonard, il n'y a aucune référence chrétienne. Il n'y a pas de croix, pas d'auréole et pas de rédemption. Il y a seulement un homme nu, exposé, fragile et majestueux à la fois, mais absolument central dans l'ordre du monde. C'est pourquoi certains historiens parlent d'une vision hérétique. Léonard, avec l'Homme de Vitruve, ne célèbre pas Dieu. Il célèbre l'être humain comme mesure de toute chose. Une affirmation qui anticipe de plusieurs siècles la vision laïque et scientifique de l'univers, mais qui en même temps s'enracine profondément dans le mysticisme le plus archaïque. Parce que dire que l'homme est au centre de l'univers ne signifie pas nier Dieu. Cela revient à dire que le divin est en nous. Il y a quelque chose d'étrange, presque inquiétant, quand on compare l'Homme de Vitruve aux grandes œuvres antiques. Ils semblent parler la même langue. Une langue faite non de mots, mais de formes, de rapports, de nombres, de proportions qui se répètent comme un écho à travers les millénaires, les cultures, les continents. Une langue géométrique jamais enseignée, que tous semblent connaître. Les mêmes proportions dorées que Léonard, inscrits dans le corps humain, se retrouvent dans les temples de l'ancienne Égypte, où les dimensions des salles et des colonnes reflètent des rapports mathématiques cachés. On les retrouve dans les temples grecs, comme le Parthénon, qui n'est pas seulement une merveille architecturale, mais l'expression physique d'une harmonie invisible.
Les mêmes proportions vivent dans les mégalithes de Stonehenge, dans la géométrie secrète des pyramides de Gizeh, dans le plan sacré d'Angkor Wat, même dans les tissus andins et les dessins de Nazca. Mais comment est-ce possible ? Comment le même schéma peut-il réapparaître partout, chez des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ? Certains parlent d'une sagesse perdue, très ancienne, peut-être antérieure à l'histoire écrite. Un langage archétypal, qui s'exprime à travers le nombre et la forme. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'esthétique, mais de quelque chose de bien plus profond, la conviction que l'univers avait une structure ordonnée et que comprendre cette structure signifiait comprendre Dieu, la nature et l'âme. Léonard, des siècles plus tard, semble recueillir les fragments de ce langage perdu, et dans son « Homme de Vitruve », il le traduit de façon parfaite. Un homme dessiné sur une feuille devient une stèle intemporelle, une table de pierre faite d'encre, qui renferme en elle tout ce que les civilisations du passé avaient pressenti, que le corps humain n'est pas le fruit du hasard, mais construit comme un temple, et que les mesures du corps parlent la même langue que les étoiles. Et si tel était le cas, alors ce dessin apparemment anodin, voire scolaire, serait en réalité une carte sacrée, un code d'accès, un symbole vivant qui traverse l'histoire pour nous atteindre aujourd'hui. Mais que nous dit-il exactement ? Peut-être que nous avons oublié. Oublié que la beauté n'est pas une mode, mais une loi. Que le corps n'est pas une machine, mais une antenne, conçue pour entrer en résonance avec l'univers. Que chaque doigt, chaque articulation, chaque proportion est une harmonie cachée. En nous observant, nous pourrions retrouver le langage des origines. Léonard, avec son esprit hors du temps, dessine l'homme de Vitruve pour nous montrer ce que nous ne pouvons plus voir. Et il confie son message non pas à l'Église, non pas à la cour, non pas au pouvoir, mais à ceux qui sauront regarder. Et c'est peut-être là le mystère le plus profond, que l'homme de Vitruve n'est pas un dessin à comprendre, mais une porte à franchir, une porte vers une mémoire oubliée, vers un savoir qui n'appartient ni au passé ni au futur, mais à l'éternel. Un savoir qui parle à travers le corps, qui vit dans la forme, qui résonne dans le silence entre les lignes. Peut-être Léonard voulait-il nous dire « Ne cherchez pas à l'extérieur, regardez-vous, car c'est vous le temple, c'est vous le code, c'est vous le centre du cercle et du carré. L'homme de Vitruve est un petit dessin, mais il semble contenir en lui un code immense. Qu'en pensez-vous ? Faites-nous savoir votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine Toy Histoire.